Le propriétaire de l'hôtel s'était fait passer pour un client cette nuit-là pour découvrir qui le volait en silence. La femme de chambre du 8e étage a répondu à un appel d'une voix brisée, et en moins d'une minute, l'homme aux bras croisés a compris que la voleuse n'était pas elle. Le couloir du 8e étage du grand hôtel Beaumont-Drago sentait le parfum de luxe et le silence acheté. Les lumières tamisées des appliques dorées tombaient sur le tapis épais, de manière à ne laisser aucune ombre. Il était presque minuit, et la ville dehors dormait déjà. Mais là, à l'intérieur, sous cet éclairage doré et doux, deux personnes qui ne s'étaient jamais vraiment croisées étaient sur le point de se heurter de la seule manière qui change le cours des choses. Maximilien Beaumont-Drago, propriétaire absolu de la chaîne hôtelière Beaumont-Drago, était appuyé depuis plus d'une heure contre le mur du fond du couloir, habillé sobrement, sans montre apparente, sans rien qui puisse le trahir. Quiconque passait par là l'aurait confondu avec un client insomniaque qui était sorti se dégourdir les jambes. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Il avait planifié cette nuit pendant des semaines. Il était arrivé à l'hôtel sous un faux nom. Il s'était logé dans une suite au 7e étage, juste en dessous de l'étage exécutif. Il avait dîné seul au restaurant. Il avait commandé le service en chambre. Il avait observé en silence chaque visage qui croisait sa ligne de vision, sans que ces visages sachent qu'ils étaient évalués par l'homme dont le nom de famille était gravé en bronze à l'entrée de l'immeuble. Il avait une raison, une vieille raison, douloureuse, qu'il avait transformé en ce qu'il était maintenant. Un homme qui ne faisait confiance à personne de sa propre équipe. Des années auparavant, son propre frère associé lui avait dérobé une part importante du patrimoine familial avant de disparaître du pays. Maximilien avait appris cette fois-là une leçon qu'il n'avait plus jamais oubliée. Le voleur vit toujours à l'intérieur de la maison. Et cette nuit, après des mois de petites incohérences dans les rapports financiers du grand hôtel Beaumont-Drago, sa propriété phare, le joyau de la chaîne, il avait décidé de faire ce qu'aucun entrepreneur sensé ne ferait, s'infiltrer personnellement, sans prévenir personne, pas même Renaud Vasseur-Fontaine, son directeur général de longue date, l'homme qu'il considérait comme son bras droit depuis tant d'années. Le plan était simple, passer 2 nuits à marcher dans les couloirs comme un client anonyme, observer le personnel, identifier le traître. Ce que Maximilien ne savait pas en attendant appuyé contre ce mur, c'est que le véritable traître était beaucoup plus proche de lui qu'il n'aurait jamais pu le soupçonner, et que la personne qu'il était sur le point de rencontrer dans le couloir, la personne qu'il avait décidé de surveiller en premier pour une raison qu'il ne se rappelait presque plus, était exactement la seule personne de l'étage qui allait, cette nuit-là, lui sauver tout ce qu'il croyait avoir perdu. Au bout du couloir, une porte de service s'ouvrit. Valérie Sandrard sortit en poussant un chariot avec des serviettes pliées. Mère célibataire, femme de chambre depuis des années dans cet hôtel, femme au mouvement discret et à la mémoire entraînée, qui se souvenait de chaque détail de chaque chambre qu'elle nettoyait. Elle avait les cheveux attachés avec une simple pince, le tablier blanc impeccable et la posture droite de celle qui sait que l'invisibilité fait partie du métier. Maximilien la regarda de son coin. Il nota mentalement l'heure, il nota mentalement la direction des pas, il nota mentalement la chambre devant laquelle elle s'arrêta. La suite 814. La suite 814 lui disait quelque chose, mais il ne se souvenait plus quoi. Valérie frappa à la porte de 2 coups doux. Elle attendit, frappa de nouveau, puis utilisa la clé de service et entra. La porte resta entr'ouverte. Maximilien réussit à entendre de loin la voix fragile d'une femme âgée qui saluait la femme de chambre avec une tendresse qui n'avait rien de protocolaire. « Madame Ophélie, je vous ai apporté vos serviettes et les médicaments que vous avez demandés à la réception cet après-midi. Comment s'est passée votre journée ? Ah, Valérie, ma petite, entre ma chère. » Maximilien fronça les sourcils. Ma petite, ce n'était pas le salut d'une cliente à une employée. C'était autre chose. C'était un salut d'appartenance. Il sortit discrètement son téléphone de sa poche, chercha dans le système interne de l'hôtel, auquel il avait un accès complet depuis son téléphone privé, sans que personne de l'équipe ne le sache, le registre de la suite 814. Il le trouva et en le voyant, il sentit quelque chose en lui se glacer. Madame Ophélie Bertrand Castelnau, résidente permanente. Elle vivait dans cette suite depuis des années, mais il y avait quelque chose d'étrange dans le rapport, quelque chose qu'il n'avait jamais lu car il n'était jamais descendu au détail des comptes individuels des résidents permanents. C'étaient les affaires du directeur Renaud, quelque chose qui maintenant, soudain, brillait sur l'écran du téléphone comme une alarme silencieuse. Le compte mensuel de Madame Ophélie comportait des frais qui ne correspondaient pas à son profil, des services de spa qu'elle n'avait jamais utilisés, des dîners au restaurant à des heures où elle ne descendait jamais, des bouteilles de vin coûteux consommées dans des chambres qui n'étaient pas les siennes. Maximilien resta figé devant l'écran. Ce compte était gonflé de frais fantômes depuis des mois. Et puis,
Avant qu'il ne puisse assimiler ce qu'il voyait, il entendit autre chose. À l'intérieur de la suite, la voix fragile de Madame Ophélie monta d'un ton. Elle passa du salut affectueux à quelque chose de différent, quelque chose qui sonnait comme de l'inquiétude. « Ma petite, j'ai encore reçu une autre facture de l'hôtel. Tu sais ce qui se passe? Je ne suis pas sorti de cette chambre depuis une semaine, ma petite. Mais sur mon compte, il y a des frais pour des choses que je n'ai pas demandées. Que dois-je faire, Valérie? Je n'ai plus d'argent. » Il y eut un silence, puis la voix de Valérie répondit bas, très bas, si bas que Maximilien dut avancer de 2 pas dans le couloir pour l'entendre. « Madame Ophélie, ne vous inquiétez pas, cette nuit, je vais me renseigner, je vous le promets. Mais s'il vous plaît, ne signez rien avant que je ne vous parle à nouveau. Et si quelqu'un du personnel frappe à votre porte à des heures indues, n'ouvrez pas. Vous m'entendez? Valérie, ma petite, que se passe-t-il dans cet hôtel? Madame Ophélie, je ne peux pas encore vous le dire, mais ayez confiance en moi, comme j'ai toujours confiance. » Maximilien serra son téléphone dans sa main. Le sang lui monta à la tête. « Comme j'ai toujours confiance. » Ces mots avaient un poids qu'il ne pouvait pas encore déchiffrer. Valérie sortit de la suite, ferma la porte avec précaution, appuya un instant son front contre le bois. Maximilien, du fond du couloir, put voir le geste. La femme de chambre respira profondément. Puis elle se redressa, ramassa le chariot et commença à marcher vers la porte de service. Mais avant d'arriver à l'ascenseur, son téléphone sonna. Une sonnerie basse, presque gênée, dans la poche de son tablier. Valérie le sortit à la hâte, regarda l'écran, et quand elle vit qu'il appelait, tout le corps de la femme changea. Maximilien le remarqua. Il remarqua comment ses épaules se tendirent, comment sa main libre s'appuya contre le mur du couloir pour se soutenir, comment sa respiration devint courte. Elle répondit. « Allô? Oui, c'est moi. Oui. Pause. Comment? Que dites-vous? Pause plus longue. Mais docteur, ce n'est pas possible. J'ai payé l'ordonnance il y a 2 jours. J'ai laissé le justificatif dans le tiroir de la pharmacie. La voix de Valérie se brisa. Elle se fendit en 2 comme un ver fin. Maximilien, de son coin, resta très immobile. Cette femme écoutait quelque chose de l'autre côté du téléphone qui la faisait s'effondrer en silence au milieu d'un couloir d'hôtel 5 étoiles. « Docteur, s'il vous plaît, ne suspendez pas le traitement des échielles cette nuit. J'irai à la pharmacie demain à la 1re heure. Je vous jure que j'irai, mais ne le suspendez pas, s'il vous plaît. » Une autre pause plus longue, plus dense. « Combien? » Pause. « Combien exactement? » Pause. Et puis Valérie Sandrard, la femme qui pendant des années avait été invisible à cet étage, appuya son dos contre le mur du couloir et glissa lentement jusqu'à s'asseoir sur le sol, le téléphone toujours collé à l'oreille et les yeux remplis de larmes qu'elle ne se permettait pas de laisser couler. « Docteur, je vous promets que demain j'irai. Demain sans faute, juste ne suspendez pas le traitement cette nuit. » Elle raccrocha. Elle resta assise sur le sol, porta sa main libre à sa bouche pour ne pas faire de bruit et leva alors les yeux et vit, posté au fond du couloir, un client inconnu qui l'observait les bras croisés. Valérie se redressa immédiatement, s'essuya les yeux du revers de la main, rajusta son tablier, fit tout ce que le manuel du grand hôtel Beaumont-Drago lui avait appris à faire lorsqu'un client la trouvait dans un moment où il n'aurait pas dû la voir, mais quelque chose en elle, cette nuit-là, ne réussit pas à se composer entièrement. « Excusez-moi, monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Si vous me permettez, je vous apporte ce qu'il vous faut dans un instant. » La voix de l'homme du fond sortit tranquille, basse, sans aucune exigence. « Je n'ai besoin de rien, j'étais juste ici. Excusez-moi de vous avoir vu à ce moment-là. Ce n'était pas mon intention. » Valérie hocha la tête, ramassa le chariot, fit le geste de se retirer, mais avant qu'elle ne puisse passer à côté du client, l'homme parla de nouveau, cette fois d'une voix qui avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas de la curiosité de client, quelque chose qu'elle, sans savoir pourquoi, identifia instantanément comme dangereux. « Madame, une seule question. La dame de la suite 814 a-t-elle des problèmes avec son compte depuis longtemps ?» Valérie s'arrêta net et sut, à cet instant précis, que l'homme aux bras croisés au fond du couloir du 8e étage n'était pas un client ordinaire, et que la question qu'il venait de poser la plaçait, cette nuit-là, face à la plus grande décision de sa vie, d'adulte. Valérie resta debout au milieu du couloir, les mains serrées sur le chariot. L'homme du fond n'avait pas bougé. Il restait les bras croisés, avec ce regard qui n'était pas celui d'un client, attendant une réponse qu'elle n'avait pas encore décidé de lui donner. Une partie de Valérie, la partie prudente, la partie qui pendant des années avait appris à survivre en gardant le silence, lui criait de l'intérieur de mentir, de dire qu'elle ne comprenait pas la question, de se retirer poliment, d'aller pleurer dans les toilettes du personnel et de recommencer la journée demain comme si de rien n'était. Mais l'autre partie de Valérie,
La partie qui venait d'entendre le médecin lui dire qu'ils allaient suspendre le traitement d'Ézéchiel cette même nuit, la partie qui venait de promettre à Madame Ophélie qu'elle allait se renseigner sur ce qui se passait. La partie qui portait depuis des mois des questions qu'elle n'osait pas poser à voix haute, cette partie lui dit autre chose. Elle lui dit que c'était peu, être la dernière chance que la vie allait lui donner de parler. Elle respira profondément. « Monsieur, excusez-moi, pourquoi demandez-vous des informations sur le compte de Madame Ophélie ?» L'homme du fond hésita à peine une fraction de seconde. Puis il fit 2 pas en avant, sortit de la zone sombre de l'applique dorée, et pour la première fois, Valérie put le voir sous une lumière un peu meilleure. Ce n'était pas un jeune client, ce n'était pas un homme nerveux, c'était un homme mûr, à la présence tranquille, de ceux qui ont commandé pendant des années sans avoir besoin d'élever la voix. Et à cet instant, en le regardant de près, Valérie comprit autre chose. Elle avait déjà vu ce visage, quelque part sur un document de l'hôtel, sur un tableau du hall, sur une brochure d'entreprise qui avait circulé parmi le personnel. Ce n'était pas possible, ce ne pouvait pas être possible. « Madame », dit l'homme d'une voix basse et ferme, « je m'appelle Maximilien Beaumont-Drago et cet hôtel est à moi. » Valérie porta sa main libre à sa bouche, tout son corps trembla. Elle porta ses 2 mains à sa poitrine, puis à son tablier, puis de nouveau à sa bouche. Pendant une fraction de seconde, elle fut incapable de parler. « Monsieur Beaumont-Drago, calmez-vous, madame. S'il vous plaît, je ne suis pas venu pour vous effrayer. Je suis venu pour comprendre. Cette nuit, je suis dans mon propre hôtel déguisé en client pour une raison très précise et je vais vous demander, avec tout le respect que vous méritez après ce que je viens de voir, de me faire confiance pendant les prochaines minutes. Ce que vous déciderez de me dire ou de ne pas me dire n'affectera pas votre travail. Je vous donne ma parole, et ma parole dans cet établissement est la seule chose qui vaille plus que ma signature. » Valérie tenta de répondre. Sa voix ne sortit pas, elle hocha la tête. Maximilien continua de parler avec le même calme. « J'ai entendu une partie de votre appel avec le médecin. Je n'ai pas voulu écouter, mais je l'ai entendu. Et avant que vous ne me demandiez pourquoi un homme comme moi s'intéresse à ce qui arrive cette nuit à une employée de son hôtel, je vais vous répondre avant que vous ne le demandiez, parce que depuis des années, quelque chose ne me convient pas dans cet immeuble, et parce que la femme qui est à l'intérieur de la suite 814, Madame Ophélie, vient d'apparaître sur un écran avec un compte qu'elle ne devrait pas avoir, un compte gonflé de frais qu'elle n'a jamais demandé. Et parce que quand vous êtes entré dans cette suite il y a 10 minutes, elle vous a traité comme si vous faisiez partie de sa famille. Et cela m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. » Valérie s'appuya contre le mur. Ses jambes la soutenaient à peine. Elle sentait la main du téléphone serrée contre sa paume, comme si la voix du médecin était encore de l'autre côté. « Monsieur Beaumont-Drago, Madame Ophélie est comme ma famille. Je la connais depuis de nombreuses années. Avant que je n'entre travailler dans cet hôtel, Madame Ophélie et son défunt mari ont connu ma mère. Paix à son âme. Quand ma mère est décédée et que je me suis retrouvé seul avec un fils nouveau-né, c'est Madame Ophélie qui m'a aidé à trouver ce travail. Je dois à cette dame le peu que j'ai, et depuis des mois, monsieur, il se passe quelque chose avec son compte et avec d'autres comptes aussi, des comptes de clients âgés, de résidents permanents qui ne sortent pas de leur chambre. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, monsieur. Mais j'avais peur de parler parce que mon fils Ézéchiel dépend d'un médicament qui coûte ce qu'un salaire entier. Et si je perds ce travail, mon fils perd son traitement. » Maximilien l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il respira profondément. Sa mâchoire était serrée. « Madame, dites-moi votre nom. »« Valérie Sandrard. »« Madame Valérie, votre fils Ézéchiel aura son traitement cette nuit. Ne me demandez pas comment, ayez juste confiance. Et à partir de ce moment, ce jeune homme aura son traitement tous les mois que la vie l'exigera, sans que vous n'ayez plus jamais à demander à un médecin de ne pas le suspendre. Cela proviendra de la fondation d'entreprise que ma propre société maintient pour les cas sociaux et qui jusqu'à présent ne vous a jamais été offerte, car personne dans ma direction n'a jugé bon de vous en parler. » Valérie porta ses 2 mains à son visage. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle puisse les éviter. Ce n'était pas un sanglot bruyant, c'était le sanglot silencieux, ancien, contenu pendant des mois, d'une femme qui reçoit enfin un soulagement qu'elle ne s'attendait jamais à recevoir. Mais Maximilien ne la laissa pas s'enfoncer dans l'émotion. Il lui parla avec la fermeté douce des hommes qui comprennent que ce n'était pas encore le moment de se reposer. « Madame Valérie, j'ai besoin que vous me racontiez tout, mais avant, j'ai besoin que vous me répondiez une seule chose avec une honnêteté absolue, même si la réponse vous semble dangereuse. Oui, monsieur. Qui dans cet hôtel vous donne des ordres concernant les chambres des clients permanents? Qui est la personne qui signe les mouvements des comptes de Madame Ophélie et des autres clients âgés que vous venez de mentionner? » Valérie déglutit. Elle savait que dire. Ce nom à voix haute devant le propriétaire de l'hôtel, dans le couloir du 8e étage, à presque minuit, pouvait lui coûter tout ce qu'elle avait construit jusqu'alors,
Mais elle savait aussi, avec une clarté nouvelle, que le taire lui coûterait quelque chose de bien pire. Elle le dit. « Monsieur Renaud Wasserfontaine, monsieur, le directeur général de cet hôtel. » Maximilien Beaumondrago ne bougea pas, ne scia pas. Il ne fit aucun geste, mais à l'intérieur, en silence, il sentit 20 ans de confiance aveugle commencer à s'effondrer au ralenti. Renaud, l'homme qu'il avait considéré comme son bras droit avant même d'hériter de la chaîne, l'homme qui avait été aux côtés de son père lors de la fondation du premier hôtel de la famille, l'homme qui était le parrain de sa fille aînée, l'homme qu'il n'avait jamais, même dans ses pensées paranoïaques les plus sombres, mis sur la liste des suspects. C'est lui, Madame Valérie. La voix de Maximilien sortit rauque, différente. J'ai besoin que vous ne rentriez pas chez vous cette nuit par la porte principale. J'ai besoin que vous récupériez vos affaires du vestiaire du personnel, sans passer par le bureau de la direction. Et j'ai besoin que demain matin à la première heure, vous vous présentiez à l'adresse que je vais vous envoyer sur votre téléphone portable tout de suite. Il y aura quelqu'un pour vous attendre. Une avocate de ma pleine confiance. Elle s'appelle Camille Duval-Bréat. Vous lui raconterez tout ce que vous venez de me raconter, et bien plus encore. Vous me comprenez? Je vous comprends, monsieur. Une dernière chose. Oui, monsieur. Monsieur Aurélien, le vieux concierge du hall. Vous le connaissez? Valérie hocha la tête. Monsieur Aurélien sait des choses qu'il n'a jamais racontées à personne. Si vous avez confiance en lui, dites-lui cette même nuit, avant de quitter l'immeuble, que Beaumondrago veut voir ce qu'il garde. Seulement ça. Beaumondrago veut voir ce qu'il garde. Il comprendra. Valérie hocha la tête de nouveau, les yeux encore humides. Maximilien se retourna pour partir, mais avant de traverser la zone sombre du couloir, il s'arrêta. Il se retourna par-dessus son épaule, la regarda. « Madame Valérie, il y a des années que je n'avais pas entendu une personne de mon propre hôtel me dire la vérité. Cette nuit, sans le savoir, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu. Et cela, madame, ne se paie pas avec un salaire. » Il marcha jusqu'à l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Il entra. Les portes se fermèrent. Valérie resta seule dans le couloir, toujours appuyée contre le mur, le téléphone à la main et les yeux pleins de larmes. Mais en elle, pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait pas de peur. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il y avait le sentiment fragile, mais réel que cette nuit venait de commencer une autre histoire, et que l'histoire qui venait de se clore, l'histoire de la femme qui se taisait pour survivre, ne s'ouvrirait plus jamais. À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage, Renaud Wasserfontaine terminait un appel téléphonique avec son neveu Marc. Il souriait. Il venait de clore un autre compte gonflé pour la suite 814. Madame Ophélie, disait-il en riant, était le puits le plus prévisible de tous. Renaud ne savait pas, en raccrochant le téléphone et en se servant un petit verre à l'armoire, que dans le couloir du 8e étage, une femme de chambre venait de prononcer son nom devant le seul homme au monde qui ne lui pardonnerait jamais cela. Valérie poussa le chariot vers l'ascenseur de service, son cœur battant contre ses côtes comme un poing sans maître. Le couloir du 8e étage était toujours vide. Les appliques dorées étaient toujours allumées. Le tapis continuait d'absorber chaque pas, mais la femme qui avançait maintenant vers la porte du fond n'était plus la même femme qui était sortie du vestiaire du personnel cet après-midi-là. Cette femme n'existait plus. Celle qui avançait maintenant était une autre, une qui portait le nom de Renaud Wasserfontaine, prononcé à voix haute et encore suspendue dans l'air du couloir. Une qui avait reçu des instructions précises du seul homme de l'immeuble, dont la parole valait plus que n'importe quelle signature. Les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent. Valérie entra. Elle appuya sur le bouton du sous-sol. Tandis que les portes se fermaient, elle répéta mentalement, mot pour mot, la phrase exacte que Maximilien lui avait demandé de dire au vieux concierge du hall. Beaumondrago veut voir ce qu'il garde. Seulement ça. Sans plus, sans explication, l'ascenseur descendit en silence. Valérie se regarda dans le miroir latéral, rajusta son tablier, essuya les marques de larmes du revers de sa main. Quand les portes s'ouvrirent au sous-sol, on ne voyait plus qu'elle avait pleuré. Elle traversa le couloir de service, monta par l'escalier latéral jusqu'au hall principal. Le hall à cette heure était déjà presque vide. Seuls 2 clients lointains consultaient quelque chose à la réception et, près du comptoir, une silhouette qui connaissait chaque millimètre de cet immeuble avant même qu'elle ne soit née. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois, le concierge historique du grand hôtel Beaumondrago, homme qui avait passé des décennies dans ce hall, terminait de plier un journal quand il vit Valérie s'approcher. Il leva à peine le regard et, pour une raison qu'elle ne comprit pas au premier instant, les vieux yeux du concierge restèrent fixés sur son visage, comme s'il l'attendait déjà. « Monsieur Aurélien, dites ma petite. » Valérie jeta un bref coup d'œil de côté. La réceptionniste de nuit était occupée avec l'un des clients. L'autre client avait ses écouteurs, personne ne les regardait. Elle approcha ses lèvres du comptoir, baissa la voix. « Monsieur Aurélien,
Beaumont Drago veut voir ce que vous gardez. » Le concierge ne répondit pas immédiatement. Pendant une seconde entière, son visage ne montra aucune émotion. Puis, très lentement, il posa le journal plié sur le comptoir, appuya ses 2 mains sur le bois et exhala un long souffle qu'il semblait avoir gardé en lui pendant de nombreuses années. « Ma petite, êtes-vous sûre de ce que vous me dites ? » « Je suis sûr, monsieur Aurélien. Il m'a demandé lui-même de vous dire cette phrase. Cette nuit, dans le couloir du 8e étage, il était avec moi. Il s'est passé des choses, monsieur Aurélien. Il s'est passé quelque chose que je ne peux pas vous raconter ici. » Le concierge hocha la tête, porta sa main à la poche intérieure de sa veste, en sortit un mouchoir blanc, le déplia, s'essuya le front d'un geste petit et silencieux. Quand il regarda de nouveau Valérie, il y avait dans ses yeux un mélange de soulagement et de lassitude qu'elle n'osa pas déchiffrer. « Il y a plus de 15 ans que j'attends cette phrase, ma petite. » Valérie sentit quelque chose lui parcourir la colonne vertébrale. Cette réponse lui disait, sans qu'il soit besoin d'explication, que le vieux concierge avait soupçonné pendant bien plus longtemps qu'elle n'aurait jamais imaginé, et que lui aussi, à sa manière, avait attendu une nuit comme celle-ci. « Monsieur Aurélien, vous saviez ? Je ne sais rien, ma petite. Je garde seulement. Mon métier est de garder. Ce qu'un vieux concierge garde dans un tiroir de sa maison, personne ne le cherche. Et c'est exactement ce qui fait qu'un jour cela serve. » Monsieur Aurélien lui fit un petit signe de la main pour qu'elle se retire. Il lui dit à voix basse avant qu'elle ne s'éloigne du comptoir, « Allez-y tranquille, ma petite. Je m'occupe de mon affaire et remerciez monsieur Beaumont Drago de ma part d'avoir fait confiance à ce vieux, après tant d'années à ne faire confiance à presque personne. » Valérie hocha la tête, se retira, récupéra ses affaires du vestiaire du personnel sans passer par le bureau de la direction, exactement comme Maximilien lui avait demandé. Et quand elle sortit du grand hôtel Beaumont Drago par la porte latérale de service, la rue était froide, vide, et la ville dormait toujours, sans savoir qu'à l'intérieur de cet immeuble, une autre histoire venait de commencer. À quelques pâtés de maisons de là, dans un appartement modeste d'un quartier aux rues étroites, Ézéchiel Montaigne-Laval ne pouvait pas dormir. Le jeune homme, fils unique de Valérie, se tournait et se retournait dans son lit depuis plus d'1 heure, regardant le plafond. La lumière tamisée de la rue entrait par le volet baissé de sa chambre et dessinait de fines rayures sur le mur. Ézéchiel savait que sa mère était en service de nuit à l'hôtel. C'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était l'étrange fatigue qui lui pesait cette nuit, une sensation nouvelle dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qu'il reconnaissait, le sentiment d'un jour où sa mère arriverait différente. À côté de lui, sur la table de chevet, le flacon de ses médicaments était presque vide. Ézéchiel savait exactement combien de comprimés il restait. Il le savait parce qu'il avait appris très jeune à compter ce qui maintenait sa vie. 4 pilules, 2 pour le lendemain, 2 pour le surlendemain. Ensuite rien. Ensuite, cela dépendait de sa mère, et sa mère, cette nuit-là, avait son téléphone éteint depuis longtemps. Ce n'était pas normal non plus. Le jeune homme se redressa dans son lit, s'assit sur le bord, regarda le flacon un long moment, puis prit son téléphone, composa le numéro de sa mère, ça sonna et sonna et sonna, jusqu'à ce que finalement la voix de Valérie, plus brisée que d'habitude, réponde. « Mon chéri, maman, tu ne répondais pas. Où es-tu ? » « Je rentre à la maison, mon fils. Je viens de sortir. C'est tard pour ton départ, maman. » Il y eut une pause de l'autre côté, une pause qu'Ézéchiel reconnut aussitôt, la pause que sa mère faisait quand elle décidait combien raconter et combien taire. « Maman, il s'est passé quelque chose ? » « Il s'est passé beaucoup de choses, mon chéri. Bonne ou mauvaise ? » Un autre silence. Et puis une réponse que le jeune homme n'avait jamais entendue de la bouche de sa mère avec ce calme. « Mon fils, je ne sais pas encore bien, mais cette nuit, il m'est arrivé quelque chose qui change beaucoup de choses. Je ne vais pas te mentir, mais je ne peux pas tout te raconter par téléphone non plus. Je te le raconterai quand j'arriverai. »« Oui. Maman, tu as été renvoyé ? » ?»« Non, mon chéri. Au contraire. Je crois qu'aujourd'hui a été le premier jour depuis des années où quelqu'un dans cet hôtel m'a vraiment vu. » Ézéchiel porta sa main libre à son visage. Il ne sut que répondre. Cette phrase avait un poids que sa mère ne lui avait jamais permis de porter auparavant. Quelqu'un m'a vraiment vu. Tant d'années d'invisibilité, tant d'années où il avait senti, sans pouvoir le dire, que le monde traitait sa mère comme si elle n'existait pas. « Maman, viens vite, j'arrive, mon chéri. » Le jeune homme raccrocha, se leva du lit, marcha jusqu'à la cuisine, se servit un verre d'eau, et, pendant qu'il buvait, au milieu de ce silence nocturne, il entendit à la porte de l'appartement un son qui n'appartenait pas à cette heure. 3 coups, secs, lents, espacés, comme les coups de quelqu'un qui sait exactement à quelle porte il frappe. Ézéchiel resta très immobile. Sa mère était encore en chemin et personne d'autre n'avait de raison de frapper à la porte de cet appartement à cette heure. Il marcha lentement jusqu'à l'œilleton, posa son œil et vit, posté de l'autre côté,
Un jeune homme qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Costume sombre, sac à dos à l'épaule, la posture de quelqu'un qui cherche une personne spécifique. Le jeune homme de l'autre côté frappa de nouveau 3 coups, exactement les mêmes que les précédents, et dit d'une voix qui filtra par la fente de la porte. « Famille Sandrard, je suis du laboratoire Pradel. Vasquez, je suis venu livrer un envoi urgent. J'ai ordre de ne pas partir sans que le colis ne soit réceptionné. » Ézéchiel porta sa main à sa poitrine. Le laboratoire Pradel, Vasquez était le laboratoire qui produisait ces médicaments. Les médicaments que le médecin avait annoncés quelques heures auparavant qu'ils seraient suspendus. Et à cette heure, jamais un laboratoire ne livrait quoi que ce soit en main propre. Pendant ce temps, dans une rue du centre-ville, Maximilien Beaumont-Drago marchait, serrant son téléphone contre son oreille. Il parlait à voix basse mais ferme. « Camille, j'ai besoin que tu prépares tout pour demain matin à la première heure. Une femme nommée Valérie Sandrard arrivera à ton bureau. Elle sera notre meilleure source. Je veux que tu la traites comme si elle était une conseillère principale du groupe. Tu m'as bien entendu? Comme si elle était une conseillère principale, pas comme une employée. » De l'autre côté de la ligne, Camille Duval-Bréat, directrice de l'audit interne du groupe Beaumont-Drago, femme d'une rigueur chirurgicale qu'il avait embauchée des mois auparavant, précisément pour des situations comme celle-ci. Elle écoutait avec la concentration froide de ceux qui comprennent qu'ils s'engagent dans une affaire importante. « Maximilien, quel poste occupe cette dame aujourd'hui ?» Il y eut un bref silence de l'autre côté. « Femme de chambre, Camille. » Camille mit 2 secondes à répondre. Quand elle le fit, ce fut sans surprise. « Entendu, Maximilien. Je la recevrai comme une conseillère principale. » Autre chose? Oui. Appelle maintenant la fondation d'entreprise pour qu'ils libèrent le fonds d'urgence médicale. Cette même nuit, un mineur nommé Ézéchiel Montaigne-Laval a besoin de médicaments urgents. Mobilise tout. Que le laboratoire Pradel, Vasquez lui fasse parvenir l'envoi cette nuit sans égard à l'heure et que le coût soit viré directement depuis le compte de l'entreprise, pas depuis le compte de l'hôtel. Sous aucun prétexte, la direction du grand hôtel Beaumont-Drago ne doit être informée de ce mouvement. Tu m'as bien entendu, Camille? Sous aucun prétexte. Je t'ai entendu. Je le fais tout de suite. Maximilien raccrocha, continua de marcher. La ville autour lui parut pour la première fois depuis des années, un endroit qu'il ne contrôlait pas entièrement, mais aussi pour la première fois depuis des années, un endroit où quelque chose pouvait encore être sauvé. De retour à l'appartement de la famille Sandrard, Ézéchiel ouvrit la porte avec le loquet de sécurité, sans retirer la chaîne. Le jeune homme en costume sombre inclina la tête avec respect. Il tenait une enveloppe scellée dans une main et un petit colis réfrigéré dans l'autre. « Excusez-leur, jeune homme. J'ai ordre de ne pas remettre cet envoi à quiconque n'est pas le destinataire ou un membre de la famille directe. Ce sont des médicaments à prendre en continu. Nous avons appelé le téléphone de votre mère, et elle ne répondait pas. Nous sommes venus directement. Si vous signez le récépissé, je dépose le colis ici même et je me retire. » Ézéchiel regarda l'enveloppe. Sur l'expéditeur, il était écrit en lettres claires « Fondation d'entreprise Beaumont-Drago, unité d'urgence sociale ». Le jeune homme sentit le monde s'incliner d'1 degré. Beaumont-Drago, la chaîne hôtelière où sa mère travaillait, l'entreprise qu'il avait imaginée pendant des années comme un bâtiment froid de l'autre côté de la ville, où personne ne se souvenait que sa mère existait. Et de cette même entreprise, cette même nuit, un colis de médicaments arrivait à la porte de l'appartement, portant le nom de sa mère écrit sur le côté. Ézéchiel signa le récépissé, la main encore tremblante. Le jeune homme du laboratoire lui remit le colis réfrigéré, lui fit une petite révérence professionnelle et se retira sans rien dire de plus. Le jeune homme ferma la porte, resta debout dans le couloir de l'appartement, le colis entre les mains. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, parfaitement conservé, se trouvaient les médicaments dont il aurait besoin pour les prochains mois. Et à côté des médicaments, une petite carte imprimée avec une seule ligne écrite à la main, pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. MB. Ézéchiel lut la carte 3 fois et serra alors la carte contre sa poitrine. Il entendit la clé de sa mère tourner dans la serrure de la porte principale. Valérie entra dans l'appartement. Elle avait les yeux fatigués. Elle avait le visage d'une nuit de 100 ans. Mais quand elle vit son fils debout au milieu du couloir avec la boîte du laboratoire entre les mains et la carte sur la paume, elle sut, sans avoir besoin de demander, que quelque chose dans ce foyer venait de changer pour toujours. Mère et fils se regardèrent en silence. Et alors Ézéchiel, d'une voix brisée, dit seulement « Maman, qui est MB ?» Valérie sentit l'air lui manquer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. La sonnerie coupa le silence de l'appartement comme un couteau. C'était un message de Camille Duval-Bréat, 2 lignes. « Madame Valérie, je vous attends demain dans mon bureau. Et s'il vous plaît,
Apportez avec vous tout document que vous avez concernant les mouvements de la suite 814. Cette nuit, un client de l'hôtel Beaumont-Drago a tenté d'annuler sans préavis la réservation de Madame Ophélie Bertrand-Castelnau. L'opération a été stoppée à temps, mais elle n'est plus en sécurité dans cet hôtel. Valérie porta sa main libre à sa bouche. Renaud Vasseur-Fontaine venait de déplacer la première pièce pour se débarrasser de la preuve vivante. Et la preuve vivante était une vieille dame sans défense qui vivait seule dans la suite 814 du grand hôtel Beaumont-Drago. Valérie lut le message de Camille 3 fois avant de bouger. Puis elle leva les yeux vers son fils, qui restait debout dans le couloir de l'appartement, le colis du laboratoire entre les mains et la carte serrée contre sa poitrine. Elle dit « Je dois retourner à l'hôtel maintenant. Maman, tu viens juste d'arriver. Je sais, Ézéchiel, mais il y a une personne dans cet hôtel qui est seule, une personne qui s'est occupée de moi quand j'avais ton âge et cette nuit, ils ont essayé de la faire sortir de sa chambre sans prévenir. » Ézéchiel ne posa plus de questions, baissa les yeux vers le colis, puis regarda sa mère et pour la première fois de la nuit, sur le visage du jeune homme apparut quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la peur, c'était la décision adulte d'un fils qui comprend, en une fraction de seconde, que sa maman ne demande plus la permission de vivre. « Vas-y maman, je range ça au réfrigérateur. Prends soin de Madame Ophélie. Je viens ici. » Valérie s'approcha, lui embrassa le front, lui caressa la nuque de sa main libre, lui murmura quelque chose qu'Ézéchiel se rappellerait le reste de sa vie, même si aucun des deux ne le savait encore. « Mon chéri, si cette nuit je n'arrive pas pour le petit déjeuner, prends cette carte que tu as en main, celle qui dit MB. Appelle le numéro qui est de l'autre côté de la carte et dis à cette personne, sans trembler, que tu es le fils de Valérie Sandrard. Cette personne prendra soin de toi. » Ézéchiel hocha la tête en silence. Ses yeux brillaient, mais il ne laissa pas tomber une seule larme. Il se rendit compte que cette nuit, sa mère le traitait pour la première fois comme un adulte. Et il comprit que la seule manière correcte d'honorer ce traitement était de répondre avec la dignité de l'adulte qu'elle voyait. Valérie quitta l'appartement. Le grand hôtel Beaumont-Drago à cette heure semblait déjà un autre bâtiment. Le hall principal était à moitié éclairé. La réceptionniste de nuit, Soraya Linares-Pico, leva le regard quand elle vit Valérie entrer par la porte latérale de service. À la mine de la femme de chambre, Soraya comprit immédiatement que quelque chose d'important se passait dans l'immeuble. Valérie traversa le hall sans saluer, appela l'ascenseur de service, monta au 8e étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle trouva le couloir différent. Il y avait 2 hommes du personnel de sécurité postés devant la porte de la suite 814. L'un d'eux était un garde qu'elle avait rarement vu, jeune et au regard nerveux. L'autre était un homme plus âgé, à la présence tranquille, qu'elle n'avait jamais vu dans cet immeuble. Valérie s'approcha. Le jeune garde fit un pas en avant et lui barra le passage. « Femme de chambre, cette chambre est sous contrôle de sécurité. Sur instruction de la direction, on ne peut pas entrer. Et la cliente, Madame Ophélie, va-t-elle bien ? La cliente est transférée vers une autre propriété du groupe pour des raisons administratives. Elle est déjà en train d'être informée. » Valérie sentit le sang lui monter au visage. Transférée par qui cette nuit, à cette heure? Le jeune garde hésita. Il allait répondre. Mais avant qu'il ne puisse articuler un mot, l'autre homme, le plus âgé, celui à la présence tranquille, fit un pas en avant et parla pour la première fois. « Madame Sandrard, mon nom est Didier Bassard-Comte. Je suis le nouveau chef de la sécurité de nuit du groupe. Je suis arrivé il y a 40 minutes sur ordre direct de Monsieur Beaumont-Drago. Cette chambre n'est plus sous le contrôle de la direction de l'hôtel, elle est sous mon contrôle et la cliente ne va nulle part. » Le jeune garde pâlit. Didier se tourna vers lui avec un calme professionnel. « Je vous invite à regagner votre poste au hall. Votre présence n'est plus nécessaire à cet étage. Et s'il vous plaît, informez Monsieur Vasseur-Fontaine s'il vous le demande que la suite 814 est stable et que la cliente y restera cette nuit. » Le jeune garde hocha la tête sans bien comprendre ce qui se passait. Il marcha vers l'ascenseur. Les portes se refermèrent derrière lui. Didier Bassard-Comte regarda Valérie avec respect. « Madame, Monsieur Beaumont-Drago m'a donné des instructions claires. Vous avez un accès libre à cette suite. Madame Ophélie est déjà au courant de ce qui s'est passé. Elle va bien, elle vous attend. » Valérie hocha la tête. Elle rajusta son tablier, s'approcha de la porte, frappa doucement avec ses phalanges. « Madame Ophélie, c'est moi. » La voix fragile de l'autre côté répondit aussitôt « Entre, ma petite, entre. » À l'intérieur de la suite, Madame Ophélie Bertrand-Castelnau était assise dans le fauteuil du salon avec une couverture sur les jambes et une tasse de thé entre les mains. Elle avait les cheveux blancs relevés en un chignon impeccable malgré l'heure. Quand elle vit Valérie entrer, elle lui tendit sa main libre avec le calme d'une vieille aristocrate. « Viens, ma petite, assieds-toi ici avec moi. » Valérie s'assit sur le bord du fauteuil, lui prit la main. Les mains d'Ophélie étaient fines, froides, anciennes,
comme un papier à lettres gardé dans un tiroir. « Madame Ophélie, on vous a fait quelque chose ?»« Non, ma petite, on ne m'a rien fait. Des hommes de l'hôtel sont arrivés il y a un moment. Ils m'ont dit que je devais déménager dans une autre propriété du groupe, que c'était pour mon bien. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que c'était ma maison, que j'étais ici depuis des années, et que s'ils voulaient me faire partir, ils devaient appeler mon avocat. Ils se sont regardés un instant. Et puis ce nouveau monsieur de la sécurité est arrivé, celui du couloir, il leur a demandé de partir, et ils sont partis, ma petite, sans discuter, comme des chiens qui reçoivent un ordre d'un nouveau maître. Valérie porta sa main libre à sa bouche. L'aîné, lucide comme une lame malgré les années, avait tenu seul la première offensive de Renaud et avait gagné suffisamment de temps pour que le réseau de Maximilien la protège. « Madame Ophélie, je dois vous dire certaines choses cette nuit, des choses que je n'ai pas pu vous dire avant, des choses qui se sont passées dans cet hôtel depuis des mois et dont je ne vous ai pas parlé parce que j'avais peur. »« Ma petite, je sais déjà. » Valérie leva la tête, surprise. « Comment dites-vous ?»« Je sais déjà, Valérie, pas tout, mais pas mal. Une vieille femme qui vit des années au même endroit, ma petite, voit des choses, et même si elle ne comprend pas les chiffres des factures, elle comprend quand un directeur la regarde différemment. Je soupçonnais Renaud depuis longtemps, mais comme je soupçonnais seul, je ne pouvais rien faire. Et parce que toi aussi tu soupçonnais, ma petite, et je le voyais sur ton visage quand tu entrais dans cette chambre. Tout ce qu'il me restait était d'attendre, attendre que la vie te donne à toi un jour comme aujourd'hui. » Valérie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Madame Ophélie, pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ? Parce que tu avais un enfant malade, ma petite. Et je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu mettrais en danger le soutien de ce garçon. Je suis vieille, Valérie. J'ai déjà vécu. Ton fils commence à peine. Je préférais partir de cet hôtel sans bruit plutôt que de voir Ézéchiel sans médicaments. » Valérie enfouit son visage dans ses mains. Elle pleura sans dissimuler. Elle pleura pour des années de silence, pour des années de solitude partagée sans le savoir, pour la femme âgée qui avait été prête à tout perdre en silence pour que son fils ne perde rien. « Madame Ophélie, vous vous souvenez de ma maman ?» L'aîné sourit. Un petit sourire, ancien, qui semblait venir de très loin dans le temps. « Comment ne me souviendrais-je pas, ma petite ? Ta maman, Ramona, était mon amie de cœur. Les rencontrer quand nous étions toutes les deux jeunes. Mon mari et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Ta maman ne t'avait pas encore toi non plus. Quand tu es finalement arrivée, ta maman m'a dit « Ophélie, cette petite sera autant la tienne que la mienne. » Et je t'ai portée dans mes bras avant presque tout le monde dans ce monde. Quand ta maman est décédée, je lui ai fait une promesse devant son lit, ma petite. Je lui ai promis que tant que je serais en vie, tu ne serais pas seule. C'est pour ça que je t'ai aidé à entrer dans cet hôtel. Et c'est pour ça, ma petite, cette nuit, quand ces hommes ont voulu me faire partir, la seule chose à laquelle j'ai pensé était « Si on me fait partir, Valérie perd la seule personne qui continue de prendre soin d'elle. Il n'allait pas me faire partir. » Valérie s'effondra complètement, s'agenouilla devant le fauteuil de l'aîné, posa sa tête sur les genoux d'Ophélie et pleura comme elle ne s'était pas permis de pleurer depuis des décennies. Ophélie lui caressa les cheveux doucement de ses mains fines et anciennes, comme elle avait caressé Ramona le jour où la promesse avait été faite. « Ma petite, aujourd'hui ta maman Ramona, où qu'elle soit, respire tranquillement pour la première fois depuis de nombreuses années. » À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage, Renaud Vasseur-Fontaine raccrocha le téléphone avec un sourire qui s'était figé à mi-chemin. Le jeune garde qu'il avait envoyé au 8e étage venait de l'informer que le transfert de Madame Ophélie avait été interrompu par un nouveau chef de la sécurité de nuit nommé Didier Bassard-Comte. Renaud n'avait jamais entendu ce nom. Renaud n'avait embauché personne portant ce nom, ce qui ne signifiait qu'une seule chose. Maximilien Beaumont-Drago, le propriétaire du groupe, l'homme que Renaud croyait endormi dans sa villa privée de l'autre côté de la ville, avait envoyé un chef de la sécurité de sa propre équipe au 8e étage du grand hôtel Beaumont-Drago, cette même nuit, sans en avertir le directeur général, sans passer par aucun des canaux internes, ce qui signifiait que Maximilien savait quelque chose. Renaud se servit un autre petit verre à l'armoire, mais cette fois sa main trembla en le servant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit quelque chose dont il ne se rappelait presque plus le nom. La peur. Il décrocha le téléphone de nouveau, composa le numéro de son neveu, Marc Vasseur-Linard. « Marc, réveille-toi. Nous avons un problème. Tonton, il est presque 3 heures du matin. Réveille-toi. Je t'ai dit que nous avons un problème. » Beaumont-Drago a envoyé ses propres gens à l'hôtel cette nuit. Il a mis un chef de la sécurité au 8e étage qui ne me répond pas. Ils ont arrêté le transfert de la vieille. Quelque chose bouge, Marc. Et cela ne bouge pas en notre faveur. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Marc répondit, sa voix était plus éveillée qu'elle ne l'avait été de toute la nuit. « Tonton, je sais qui a pu le prévenir. » « Qui ?»« La femme de chambre du 8e étage.
Cette femme plus âgée, celle aux yeux étranges, Sandrard. Ça fait un moment qu'elle me donne du fil à retordre. Renaud resta silencieux. Il serra le verre entre ses doigts. Marc, j'ai besoin que cette femme n'arrive pas au bureau de Camille Duval-Bréa demain matin. Tu comprends ce que je te dis? Je te comprends, tonton. Comment veux-tu que je l'arrête? Peu importe comment, mais arrête cette femme avant qu'elle n'arrive là. Bah, si Camille entend ce que cette femme de chambre a à dire, demain à 7 heures, toi et moi, nous signons tous les deux des dépositions dans un commissariat. Marc raccrocha. Renaud resta immobile, fixant son verre de liqueur. Dehors, par la fenêtre du 12e étage, la ville dormait toujours. Mais à l'intérieur de ce bureau, en silence, un homme qui pendant des années s'était cru intouchable venait d'ordonner la seule chose qu'il n'aurait jamais dû oser ordonner. Et une femme qui était à cette heure enlacée à une aînée dans la suite 814 n'avait aucune idée qu'en consolant la petite vieille, quelqu'un venait de décider qu'elle n'arriverait pas au bureau de l'auditrice le lendemain matin. Les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer la ville lorsque Valérie sortit finalement de la suite 814 du grand hôtel Beaumont-Drago. Madame Ophélie s'est endormie sur le fauteuil avec la couverture sur les jambes et la tasse de thé vide à côté. Didier Bassard-Comte, le nouveau chef de la sécurité de nuit, restait immobile dans le couloir avec la posture de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de bouger de là avant l'arrivée de son remplacement de confiance. Avant de descendre au hall, Valérie sortit son téléphone de la poche de son tablier. Le message de Camille Duval-Bréa était toujours là, clignotant sur l'écran. Elle lui répondit d'une seule ligne. « Je vais à votre bureau tout de suite, madame. J'ai ce que vous m'avez demandé, et bien plus encore. » Camille répondit en moins d'1 minute. « Je vous attends. L'adresse vous parviendra sur votre téléphone portable dans 30 secondes. Et s'il vous plaît, madame Valérie, ne prenez pas de taxi devant l'hôtel. Marchez 2 pâtés de maison vers le nord et prenez-en un à partir de là. C'est important. » Valérie lut le message 2 fois. Ce « c'est important » n'avait pas besoin d'explication. L'auditrice savait aussi que quelque chose se tramait dans l'ombre. Elle descendit par l'ascenseur de service. Elle traversa le hall principal en silence. Soraya Linares-Pico, la réceptionniste de nuit, leva à peine le regard quand elle vit passer la femme de chambre. Pendant une fraction de seconde, les regards des 2 femmes se croisèrent dans le hall vide et, dans cette fraction de seconde, Soraya fit quelque chose que Valérie n'avait pas attendu. Elle lui fit un hochement de tête minimal, un geste petit, presque imperceptible, le geste de celle qui se tait depuis des mois et qui, soudain, ose faire comprendre, sans mots, qu'elle a compris tout ce qui se passait. Valérie lui rendit le geste et continua à marcher vers la porte latérale de service. Quand elle sortit dans la rue, l'air de l'aube lui frappa le visage d'un froid pur. Elle se rappela l'indication de Camille. Elle marcha 2 pâtés de maison vers le nord. Les rues du centre à cette heure étaient encore presque vides avec les premiers marchands ambulants commençant à ouvrir leurs étals sur les trottoirs et une odeur lointaine de café, fraîchement moulu, provenant d'un kiosque ouvert, Heimwebon, à un demi-pâté de maison du carrefour où elle comptait prendre un taxi, Valérie remarqua quelque chose. Une voiture sombre garée contre le trottoir d'en face, le moteur allumé et les vitres teintées. Il n'y avait rien de particulier à une voiture garée à cette heure dans cette zone, mais il y avait quelque chose dans ce véhicule qui l'alerta sans qu'elle-même ne sache pourquoi. Le moteur allumé au ralenti, la position exacte de la voiture devant la sortie latérale de l'hôtel et le conducteur, qu'elle ne pouvait pas voir entièrement à travers la vitre teintée, mais dont la silhouette se penchait en avant chaque fois qu'elle faisait un pas. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Elle se rappela les mots de Camille. C'est important, elle se rappela les mots de Maximilien de la veille au soir. Sous aucun prétexte, la direction du grand hôtel Beaumont-Drago ne doit être informée. Elle se rappela le visage de Renaud Vasseur-Fontaine, qu'elle avait vu tant de fois dans le couloir du 12e étage, ce sourire facile qui tant de fois lui avait paru excessif, et elle comprit en une fraction de seconde que la personne dans la voiture d'en face n'était pas une coïncidence. À quelques pâtés de maison de là, Marc Vasseur-Linard fermait son téléphone portable, à l'intérieur de la voiture qu'il avait garée devant la sortie latérale de l'hôtel il y a presque 1 heure. Il avait reçu l'ordre de son oncle au milieu de la nuit et était arrivé en un temps record. L'instruction avait été claire. Arrêter Valérie avant qu'elle n'arrive au bureau de l'auditrice. Comment l'arrêter? C'était son affaire. Marc avait 26 ans, une ambition qu'il confondait avec l'intelligence et la croyance très fréquente parmi les complices juniors que les difficultés arrivaient toujours à quelqu'un d'autre. Il vit Valérie sortir de l'hôtel, la vit marcher vers le nord, démarra le moteur de la voiture, attendit qu'elle avance de 2 pâtés de maison, puis relâcha le frein et commença à se déplacer lentement, se maintenant toujours à un demi-pâté de maison de distance. Il n'allait rien lui faire physiquement. Marc n'était pas ce type de complice. Son plan était plutôt de l'intercepter dans une rue latérale, de se présenter comme un représentant de l'hôtel avec une enveloppe scellée à la main,
de lui offrir une compensation généreuse pour services rendus en échange d'une démission signée sur le champ et de la conduire à l'hôtel pour qu'elle signe les papiers devant le notaire ami de son oncle. Le plan était simple, propre, sans scandale et, dans la tête de Marc, totalement réalisable. Ce que Marc ne savait pas, c'est qu'à 3 voitures de distance derrière sa propre voiture, un autre véhicule le suivait depuis un moment. Une berline noire, sobre, sans signe distinctif. Et à l'intérieur de cette berline, sur le siège passager, voyageait un homme plus âgé à la présence tranquille, qui portait une veste de concierge, mais n'était plus en service. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois n'était pas rentré chez lui après son service. Il avait reçu sur son téléphone portable, il y a 20 minutes, un bref message de Maximilien Beaumont-Drago qui disait « Monsieur Aurélien, si Madame Sandrard quitte l'hôtel seule, suivez-la. Didier Bassard est occupé au 8e étage. Ne la laissez pas sans protection. J'envoie une voiture vous chercher dans 5 minutes. » Monsieur Aurélien avait rangé son téléphone sans répondre. Il avait attendu à la porte de l'hôtel jusqu'à ce que Didier lui fasse un signe depuis le hall que Valérie descendait. Il était sorti par la porte du personnel. La berline l'avait récupéré au coin et depuis, le chauffeur, un professionnel de la sécurité du groupe Beaumont-Drago, maintenait la distance exacte qui leur permettait de voir la voiture suspecte devant sans être vue. « Monsieur Aurélien ?» dit le chauffeur à voix basse. Celui de devant s'approche de la dame. « J'avance. »« Pas encore. » Qu'il montre sa main d'abord. La berline continua à distance. Marc accéléra un peu. Valérie, un demi-pâté de maison plus loin, avait cessé de marcher. Elle était arrêtée devant un kiosque ouvert 24, faisant semblant de regarder les magazines en vitrine. Mais en réalité, elle avait son téléphone à la main, composant un numéro que M. Aurélien ne pouvait pas voir. Le téléphone de M. Aurélien vibra. C'était elle. « Monsieur Aurélien, il y a une voiture qui me suit. Je sais, ma petite, je suis derrière. Restez tranquille, continuez de marcher comme si vous ne l'aviez pas vu. Au prochain carrefour, tournez à droite. Ne regardez pas en arrière. Je m'en occupe. Monsieur Aurélien, vous êtes dans la rue. Cela fait 20 ans que Monsieur Beaumont-Drago n'a pas demandé de service à ce vieux, ma petite. Je n'allais pas lui faire défaut à la première occasion. » Valérie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais ne les laissa pas couler. Elle raccrocha, rangea son téléphone dans sa poche, marcha jusqu'au carrefour, tourna à droite comme Monsieur Aurélien lui avait indiqué. Et alors, quelque chose bougea rapidement derrière elle. Marc Vasseur-Linard vit la femme de chambre tourner le coin. Il accéléra. Quand il tourna à son tour, une fraction de seconde plus tard, il trouva la rue différente de ce qu'il avait imaginé. Valérie continuait de marcher, oui. Mais de l'autre côté de la rue, garée contre le trottoir, il y avait une berline noire avec la porte passager ouverte et, descendant de la berline, avec un calme déconcertant, un homme plus âgé que Marc reconnut aussitôt. Le concierge du hall. Le vieux du grand hôtel Beaumont-Drago. L'homme que Marc avait ignoré pendant des mois chaque fois qu'il entrait dans l'immeuble pour rencontrer son oncle. Monsieur Aurélien traversa la rue d'un pas ferme, leva la main, non pour menacer, mais pour indiquer. Et quand Marc arrêta la voiture à contre-cœur, Monsieur Aurélien s'approcha de la vitre du conducteur avec une sérénité que le jeune homme ne lui avait jamais vue. Il frappa le verre de 2 coups de phalange. Marc le baissa. Jeune Vasseur. Marc déglutit. Le concierge le connaissait par son nom. « Qu'est-ce que vous voulez, le vieux ? Je veux que vous coupiez le moteur, que vous descendiez de la voiture et que vous vous asseyez avec nous dans la berline derrière. Nous devons discuter. Je n'ai rien à dire à un concierge. » Monsieur Aurélien sourit à peine, un petit sourire patient, ancien. « Ce n'est pas avec moi que vous devez parler, jeune homme. C'est avec Madame Duval-Bréat, qui vous attend dans son bureau depuis 1 heure. Votre oncle vous a envoyé l'arrêter elle. Elle vous attend, vous. Décidez comment vous préférez arriver à ce bureau, jeune homme. Par vos propres pieds en discutant avec nous ou accompagné par des gens qui ne vous poseront pas la question 2 fois. Derrière la berline noire, au coin de la rue, un autre véhicule était apparu sans que Marc ne le remarque avant. Une autre voiture sombre, un autre chauffeur, un autre homme de l'équipe de sécurité propre de Maximilien. Les réseaux que le propriétaire du groupe avait tissés en quelques heures étaient plus denses que Marc n'aurait jamais imaginé. Le jeune homme resta à regarder Monsieur Aurélien en silence, et pour la première fois dans cette longue nuit, sur son visage apparut le geste exact que tant de complices juniors ont quand ils comprennent trop tard que le camp où ils se trouvaient n'était pas le camp gagnant. Il descendit de la voiture. Monsieur Aurélien l'escorta jusqu'à la berline. La porte se referma derrière lui. Valérie, un demi-pâté de maison plus loin, vit la manœuvre complète par-dessus son épaule. Elle ne s'arrêta. Elle continua à marcher vers le carrefour, où elle prendrait finalement un taxi pour se rendre au bureau de Camille. Mais avant d'appeler le taxi, son téléphone vibra de nouveau. C'était Maximilien. « Madame Valérie, vous allez bien ?»« Je vais bien, monsieur. Monsieur Aurélien vient de récupérer Marc Vasseur dans la rue.
Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Maximilien répondit, sa voix était différente. Ce n'était pas de la satisfaction, c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup à la douleur d'un homme qui finissait d'accepter l'ampleur exacte de la trahison qu'il avait vécue sous son propre toit. « Madame, j'ai besoin que vous alliez au bureau de Camille. J'ai besoin que vous racontiez tout et j'ai besoin que vous restiez là, bas jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui à 11 h du matin, je vais convoquer le conseil d'administration du groupe Beaumont-Drago à une réunion d'urgence dans cet même immeuble. Je veux que vous soyez présente quand nous convoquerons Renaud Vasseur-Fontaine à cette réunion. Je veux qu'il vous voie entrer dans la salle. Je veux qu'il sache, à votre visage, que le silence qu'il a acheté pendant des années vient de se terminer. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix sortit ferme. « Je serai là, monsieur. » Elle raccrocha, appela un taxi, monta. Le taxi démarra vers le quartier où Camille Duval-Bréhat l'attendait. Mais tandis que le taxi avançait dans les rues qui commençaient à s'éveiller, le téléphone de Valérie vibra une fois de plus. Ce n'était pas Maximilien, ce n'était pas Camille, c'était Ézéchiel. Valérie répondit. « Maman, il y a quelqu'un à la porte de l'appartement. Ils sonnent à l'interphone. Ils ne veulent pas dire leur nom. Ils disent qu'ils viennent de la part de l'hôtel. » Valérie sentit l'air lui manquer. Renaud Vasseur-Fontaine venait de déplacer la deuxième pièce, et cette fois, la pièce était son fils. Valérie serra son téléphone contre son oreille avec la main qui ne tremblait plus. Le taxi avançait sur les avenues qui commençaient à s'éveiller, et la ville prenait la couleur bleu pâle des premières heures. La voix d'Ézéchiel de l'autre côté de la ligne sonnait sereine, trop sereine pour un jeune homme de son âge, affrontant cela seul. « Maman, tu veux que j'ouvre ? » « Non mon chéri, n'ouvre pas. Passe-moi à l'interphone de l'immeuble. Dis que c'est toi qui me parles et passe-moi le combiné. Maman, le gardien n'est pas là. Ça fait un moment qu'il ne répond pas en bas. Celui qui a sonné a parlé directement à la maison par l'interphone. » Valérie sentit sa poitrine se serrer. Le gardien de l'immeuble, Monsieur Lisandre, était en poste depuis des années. Qu'il ne soit pas là à l'aube, à son poste dans le hall, c'était étrange, trop étrange. « Mon fils, écoute-moi calmement. Tu n'ouvres la porte à personne, tu comprends ? À personne. Et tu vas faire autre chose. Tu vas prendre la carte que je t'ai laissée hier soir, celle qui dit MV. Tu vas appeler le numéro qui est au dos. Tu vas dire que tu es le fils de Valérie Sandrard et tu vas raconter ce qui se passe en ce moment. D'accord. Je le fais tout de suite, maman. Reste tranquille. Et Ézéchiel. Oui, maman. N'aie pas peur, mon fils. Cette fois, tu n'es pas seul. Valérie raccrocha. Elle composa immédiatement un autre numéro. Maximilien répondit à la première sonnerie. Monsieur Beaumont-Drago, à la porte de l'immeuble où vit mon fils, il y a quelqu'un qui dit venir de l'hôtel. Le gardien de l'immeuble n'est pas à son poste et mon fils est seul là-haut. Il y eut une pause très courte de l'autre côté de la ligne. Quand Maximilien répondit, sa voix était sur un autre ton, pas le ton de l'entrepreneur, le ton de l'homme qui comprend en une fraction de seconde que la guerre vient de se déplacer de son immeuble à l'immeuble d'une autre personne. « Madame Valérie, donnez-moi l'adresse exacte de votre immeuble. Didier Bassard-Comte est déjà en route. Il arrivera avant quiconque. Ayez confiance. » Valérie lui dicta l'adresse d'une voix posée. Elle raccrocha. Le taxi continuait d'avancer vers le bureau de Camille, mais Valérie, pendant les minutes suivantes, fut la seule personne du véhicule qui semblait ne pas être dans le véhicule. Elle avait le corps sur le siège arrière. Elle avait la tête divisée entre deux endroits de la ville. L'appartement où son fils décidait s'il ouvrait la porte ou non, et le bureau où une auditrice l'attendait pour entendre la vérité qui allait faire tomber un homme puissant. À quelques kilomètres de là, à la porte de l'immeuble de la famille Sandrars, un individu en costume gris insistait sur l'interphone tout en consultant son téléphone. Il portait une enveloppe blanche sous le bras et l'expression professionnelle de celui qui exécute une commande qui ne l'intéresse pas trop, mais qui est bien rémunérée. Il ne savait pas que la personne qui l'avait engagé était la nièce de Renaud Vasseur-Fontaine. D'un côté de l'arbre généalogique, le neveu Marc, dans sa tentative de couvrir la dernière pièce, avait envoyé un coursier externe avec une enveloppe qui offrait à la famille Sandrard une aide sociale immédiate, en échange de la signature par la mère d'une petite lettre de démission volontaire de l'hôtel, au moment même de recevoir l'enveloppe. C'était maladroit, c'était désespéré, c'était la dernière cartouche d'un homme qui était déjà en train de perdre. L'individu en costume gris n'eut pas le temps de sonner une troisième fois. Derrière lui, deux voitures sombres s'arrêtèrent sur le trottoir. De l'une descendit Didier Bassard-Comte, avec la posture tranquille de l'homme qui passait déjà 12 heures à résoudre des urgences. De l'autre descendit un jeune homme qui portait le badge visible de l'équipe de sécurité du groupe Beaumont-Drago. Didier s'approcha de l'individu en costume gris. Il lui demanda, sans élever la voix, de s'identifier. L'individu, en voyant les badges, tenta de reculer. Didier l'arrêta d'un geste de la main. « L'enveloppe que vous transportez, monsieur, contient des éléments relatifs à un mineur.
Cela, dans ce pays, requiert une documentation spéciale. Je vais vous demander de m'accompagner au commissariat de quartier. La plainte est déjà en cours de dépôt en ce moment. Si votre intention était de livrer un document innocent, vous n'aurez pas de problème. Si c'était autre chose, vous n'aurez pas non plus beaucoup de marge pour inventer quelque chose en chemin. L'individu en costume gris ne répondit pas. Il se laissa conduire vers l'une des voitures sombres. Pendant ce temps, le second homme de l'équipe s'approcha de l'interphone de l'immeuble. Il composa le numéro de l'appartement des Sandrard. La voix d'Ézéchiel répondit aussitôt. « Oui, jeune Montaigne, je suis de l'équipe de Monsieur Beaumont-Drago. Votre mère nous a prévenus. Nous avons déjà intercepté l'individu qui a sonné. Tout est sous contrôle. Je vais monter vérifier que tout est en ordre à l'intérieur de l'appartement si vous m'autorisez. » Ézéchiel respira pour la première fois en ce qui lui sembla 1 heure. « Montez, monsieur. » Quand le taxi de Valérie s'arrêta devant le bureau de Camille Duval-Bréhat, le téléphone de la femme de chambre vibra. C'était un bref message de Maximilien. « Votre fils va bien. L'individu a été intercepté avant de monter. Didier vous fera parvenir des photos de l'opération dès qu'il sera libre. Concentrez-vous sur la réunion, Madame Valérie. La partie difficile d'aujourd'hui n'a pas encore commencé. » Valérie lut le message, ferma les yeux 1 seconde, paya le chauffeur de taxi, descendit. L'immeuble où fonctionnait l'audit interne du groupe Beaumont-Drago était un immeuble de bureaux sobres, de marbre gris et de vitres sombres, dans un quartier central que Valérie avait vu passer de nombreuses fois depuis le bus, mais où elle n'était jamais entrée. Elle monta par l'ascenseur jusqu'à l'étage où on l'attendait. Les portes s'ouvrirent sur un couloir propre, silencieux, avec des plantes vivantes dans de grands pots. Camille Duval-Bréhat sortit la recevoir en personne. Jeune femme, au pas ferme, en costume sobre. Quand elle vit Valérie, elle fit quelque chose que la femme de chambre n'avait pas attendu. Elle la salua avec la même révérence professionnelle qu'elle aurait réservée à une directrice principale. « Madame Sandrard, entrez, s'il vous plaît. Nous vous attendions depuis longtemps. » Valérie resta immobile dans le couloir pendant un instant. « Madame, excusez-moi, mais je sais bien qui je suis. Il n'est pas nécessaire que vous me traitiez ainsi. » Camille la regarda dans les yeux et répondit avec un calme qui avait quelque chose de tranchant. « Madame, Maximilien m'a ordonné de vous traiter comme une conseillère principale du groupe, mais je vais vous avouer quelque chose. Quand il m'a donné cet ordre hier soir, j'ai eu un instant à peine, mais je l'ai eu, où j'ai pensé, quelle exagération, une femme de chambre. Je suis descendu au café de l'immeuble en vous attendant, j'ai passé 20 minutes à penser à cet instant, et je suis remontée honteuse de moi-même, madame, parce que j'ai compris que la première personne qui avait jugé par l'uniforme avant d'écouter, c'était moi. Je suis désolé. Et je vous demande de me permettre de vous écouter maintenant avec l'attention que vous méritez. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, elle sourit à peine. Un petit sourire, fatigué, magnifique. « Je vous remercie de votre honnêteté, madame. Entrons. » Les 2 femmes entrèrent dans le bureau. Sur la table de réunion, un dossier était déjà ouvert. À l'intérieur, Valérie reconnut des copies des mouvements de compte de madame Ophélie, des listes de frais fictifs, et, ce qui la surprit le plus, des photocopies de documents anciens à la calligraphie de machine à écrire qui ne pouvait être autre chose que l'archive personnelle de M. Aurélien Pissarro-Dubois. Livré cette même nuit, Camille lui tendit une tasse de café, s'assit en face d'elle, alluma un petit enregistreur. « Madame Sandrard, commençons par le début. Racontez-moi ce que vous avez vu ces derniers mois sans rien omettre. » Valérie respira profondément et commença à parler. À de nombreux kilomètres de là, dans sa villa privée, Renaud Wasserfontaine terminait de se raser devant le miroir de la salle de bain. Il n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit à essayer de contacter Marc, et le téléphone de son neveu restait occupé. Il avait essayé de contacter l'individu en costume gris, et celui-ci ne répondait pas non plus. Il avait essayé de contacter le jeune garde qu'il avait envoyé au 8e étage la nuit précédente. Et celui-là non plus. Pour la première fois depuis de nombreuses années, aucune de ses pièces ne répondait. Alors son téléphone sonna. Sur l'écran apparut le nom qu'il attendait le moins à cette heure. Maximilien Beaumont-Drago. Il répondit d'une main ferme. Vieille habileté des hommes habitués à feindre. « Max, mon cher, il s'est passé quelque chose ?» La voix de Maximilien était cordiale. Trop cordiale. « Renaud, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui à 11h précises à l'hôtel. J'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil. Rien de grave. Sujet opérationnel. Tu me confirmes ta présence ? Bien sûr, Max. J'y serai. Une chose de plus, Renaud. Viens habillé formellement. Il y aura des gens extérieurs au groupe. Oui, je viendrai formellement, Max. Ne t'inquiète pas. Je t'attends, mon ami. Maximilien raccrocha. Renaud resta à regarder le miroir un long moment. Mon ami, le mot lui avait semblé un adieu, mais Maximilien avait toujours été un homme direct. S'il avait suspecté quelque chose de grave, il ne l'aurait pas appelé.
il l'aurait fait chercher. Renaud finit de se raser, enfila un de ses meilleurs costumes, but un café à la hâte et partit en direction du grand hôtel Beaumont-Drago avec le même sourire facile qui lui avait ouvert des portes toute sa vie. À 11 heures précises, la salle du conseil d'administration de l'hôtel était déjà pleine. Les membres du conseil, des entrepreneurs âgés, des conseillers juridiques historiques du groupe, 2 directeurs régionaux qui avaient été transportés d'urgence en avion privé occupaient les places autour de la grande table en chêne. Camille Duval-Bréat était à l'extrémité de la table avec son ordinateur ouvert. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois était assis contre le mur latéral, serein, avec une épaisse enveloppe sur ses genoux. Didier Bassard-Comte était debout près de la porte, les bras croisés. Maximilien Beaumont-Drago présidait la table, et au fond de la salle, dans une petite antichambre avec une vitre teintée du côté opposé à l'entrée, un espace conçu à l'origine pour que les assistants de protocole suivent les réunions sans y participer. Valérie Sandrars était assise en silence. Depuis cette vitre, elle pouvait voir toute la salle, mais ceux qui étaient dans la salle ne pouvaient pas la voir. À 11h02, la porte de la salle s'ouvrit. Renaud Wasserfontaine entra avec son sourire facile, son costume impeccable, son salut ouvert aux membres du conseil. Il salua Maximilien d'une poignée de main ferme. Il s'assit à la place qui lui revenait, à la droite du propriétaire du groupe. « Max, je suis là. Racontez-moi l'urgence. » Maximilien le regarda pendant une longue seconde, puis ouvrit un dossier devant lui, le tourna vers Renaud. « Renaud, avant de commencer, regarde ça. » Renaud baissa les yeux. Il vit un premier document, un mouvement bancaire, son nom, sa signature, le compte parallèle. Il leva le regard, le sourire se figea à mi-chemin. « Max, ceci peut s'expliquer. » « Je t'écoute, Renaud. C'est un mouvement de trésorerie interne, un prêt intragroupe. Je voulais t'en parler la semaine dernière, mais... » « Renaud, veux-tu aussi expliquer ceci ?» Maximilien tourna un deuxième document, et un troisième et un quatrième et un cinquième, chacun plus compromettant que le précédent. Renaud, assis à la droite du propriétaire du groupe, vit comment chaque mouvement frauduleux qu'il avait construit pendant des années apparaissait sur la table en chêne, comme des cartes qu'un joueur bien meilleur venait de déposer toutes ensemble. Quand Maximilien tourna le 7e document, la liste complète des prélèvements fantômes sur le compte de Madame Ophélie Bertrand-Castelnau au cours des derniers mois, signé autorisant le prélèvement par RBF, Renaud Wasserfontaine baissa le regard, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne trouva aucun sourire, prêt à offrir. Maximilien ferma le dossier, posa ses mains sur la table. « Renaud, il y a une personne dans cet immeuble qui cette nuit t'a mis à genoux sans te toucher un doigt. Une seule personne, Renaud, la personne que toi et ton neveu avez envoyé arrêter avant qu'elle n'arrive à cette réunion. La personne dont le fils malade, ils ont essayé d'utiliser comme moyen de pression ce même matin. » Renaud leva la tête. « Max, quelle personne ?» Maximilien leva la main, fit un geste vers l'antichambre du fond. La porte vitrée teintée s'ouvrit, et Valérie Sandrars entra dans la salle du conseil d'administration. Renaud Wasserfontaine resta figé sur sa chaise. Il la vit s'approcher lentement, le dos droit, le tablier de l'hôtel encore sur son uniforme, les yeux sereins de la femme qui pendant des années avait été invisible dans ses couloirs. Et il comprit en cette seconde que la personne qu'il avait décidé de traiter comme un meuble était la seule personne dans cet immeuble qui n'avait jamais oublié d'être humaine. Maximilien Zeleva. « Renaud, avant que les avocats et les membres du conseil ne parlent, cette dame va parler. Parce que la première personne qui a le droit de te dire ce que tu as fait, ce n'est pas moi, c'est elle. » Et Valérie Sandrars, debout au bord de la table en chêne, face à l'homme qui avait tenté de la faire disparaître ce même matin, ouvrit la bouche pour parler. Valérie Sandrars resta debout au bord de la table en chêne. La salle du conseil d'administration du grand hôtel Beaumont-Drago la regardait en silence. Les membres du conseil, les conseillers juridiques, les directeurs régionaux, des gens qui dans une autre vie n'auraient jamais écouté une femme de chambre à une table pareille, attendaient avec l'attention immobile que l'on prête à quelqu'un qui est sur le point de changer l'atmosphère d'une pièce. Renaud Wasserfontaine était toujours assis à la droite de Maximilien. Le sourire facile avait disparu. Il lui restait sur le visage une expression d'homme qui se voit pour la première fois de l'extérieur. Valérie respira profondément. Elle pensa à sa mère Ramona, qui l'avait rêvée universitaire. Elle pensa à Ézéchiel, qui ce même matin avait ouvert la porte de sa maison à des inconnus sans trembler. Elle pensa à Madame Ophélie, qui s'était tenue seule face à 2 hommes de l'hôtel, leur exigeant d'appeler son avocat. Elle pensa à Monsieur Aurélien, qui avait gardé pendant 15 ans une enveloppe en attendant quelqu'un prêt à la lire. Elle pensa à elle-même, glissant le long du mur du couloir du 8e étage, le téléphone du médecin contre l'oreille, et elle commença à parler. « Monsieur Wasserfontaine, j'ai nettoyé votre bureau pendant des années. J'ai nettoyé les verres de la table latérale.
J'ai nettoyé la poussière qui s'accumulait sur les cadres des tableaux. J'ai nettoyé les papiers que vous laissiez tomber par terre sans vous baisser pour les ramasser. Je l'ai toujours fait avec respect parce que ma mère m'a appris que le travail, c'est le travail. Mais il y a des choses que j'ai aussi vues, monsieur. J'ai vu de petites notes de frais qui passaient sous le bureau que vous signiez sans regarder la personne qui les recevait. J'ai vu une vieille dame nommée Ophélie, qui vit seule dans cet immeuble depuis avant que j'entre ici, recevoir des frais qu'elle n'aurait jamais pu demander. J'ai vu votre neveu, le jeune Vasseur Linard, sortir à des heures indues par la porte de service avec un dossier fermé à la main. J'ai vu beaucoup de choses, monsieur. Et pendant des années, je ne les ai pas dites parce que mon fils dépend d'un médicament et parce que vous, sans le savoir, étiez le propriétaire de mon silence. La salle était dans un silence absolu. Renaud baissa les yeux. Hier soir, il s'est passé quelque chose qui m'a enlevé ce silence. Hier soir, un homme que je ne connaissais pas s'est arrêté dans le couloir de mon étage et m'a posé une question que personne ne m'avait posée auparavant. Et ce matin, ce même homme a pris soin de mon fils quand vous, monsieur, avait envoyé un coursier à la porte de mon immeuble pour acheter ma famille avec une enveloppe. Je ne veux pas parler de moi maintenant, monsieur. Je veux parler de Madame Ophélie, parce que Madame Ophélie est la personne qui est restée seule hier soir, dans une chambre face à deux hommes qui ont voulu la faire sortir de chez elle. Et c'est la personne que vous avez volée pendant des mois, sachant qu'elle ne pouvait pas se défendre. Et à cette personne, monsieur, je ne demande rien pour moi. Je vous demande de lui rendre tout ce que vous lui avez pris jusqu'au dernier centime. Et je vous demande aussi de lui présenter vos excuses en personne, en la regardant dans les yeux, avant que cette salle ne décide ce qu'elle va faire de vous. Renaud Vasseur-Fontaine ne répondit pas. Ses mains tremblaient sur la table. Camille Duval-Bréat ouvrit son ordinateur. Elle commença à lire à voix haute la liste complète des frais fictifs, autorisation par autorisation, date par date. Le chiffre final, quand il fut atteint, fut suffisamment élevé pour que 2 directeurs régionaux se portent la main au front. Maximilien Beaumont-Drago se leva, marcha jusqu'à la porte latérale de la salle, l'ouvrit et Madame Ophélie Bertrand-Castelnau entra. L'aînée marcha lentement, appuyée sur une fine canne qu'elle utilisait presque jamais en public, mais qu'elle avait décidé d'utiliser ce jour-là pour que toute la salle la voie marcher comme elle marchait. Fragile de corps, intacte d'âme. Didier Bassarconte l'avait accompagnée en silence depuis l'ascenseur. Madame Ophélie s'avança jusqu'au devant de la table en chêne. Elle regarda Renaud. « Monsieur Vasseur, mon mari m'a laissé cet endroit comme mon dernier foyer. J'ai fait confiance à cet hôtel, et cet hôtel vous a fait confiance. Je ne sais pas si je vivrai encore de nombreuses années, mais celles qui me restent, je ne veux pas les passer à entretenir de la rancœur à votre égard. Je vais vous dire la seule chose que j'ai à vous dire et ensuite je ne vous parlerai plus jamais. Mon mari aurait dit qu'un homme qui vole une vieille femme seule est un homme que personne ne pourra plus jamais aider. J'ajoute une seule chose de ma part. Je vous pardonne, non pas parce que vous le méritez, monsieur, mais parce que je ne veux pas porter le poids de ne pas vous avoir pardonné. » Renaud Vasseur-Fontaine baissa la tête. Pour la première fois dans cette salle, ses épaules tressaillirent. Il ne se permit pas de pleurer explicitement, mais quelque chose se brisa en lui qu'il n'avait même pas su être entier jusqu'alors. Madame Ophélie se retourna, marcha lentement jusqu'où se trouvait Valérie, lui prit la main et, devant la salle entière, lui dit à voix haute ce qu'elle avait eu pendant toutes ces années. « Ma petite, ta maman Ramona où qu'elle soit, est fière, et moi aussi. » Valérie porta sa main libre à sa bouche. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle tente cette fois de les cacher. Camille Duval-Bréat mena à partir de là les procédures. Renaud Vasseur-Fontaine fut révoqué de son poste lors de cette même session. Il accepta, assisté de son avocat, un processus de collaboration qui incluait la restitution intégrale des montants documentés, la cession de biens couvrant ce qui était documenté et la soumission aux conséquences civiles correspondantes. Marc Vasseur-Linard, le neveu, avait déjà signé au bureau de Camille ce même matin avant le conseil une déclaration dans laquelle il fournissait des détails sur l'opération en échange d'un processus réduit. M. Aurélien Pissarro-Dubois était assis contre le mur latéral avec l'enveloppe vide sur ses genoux. Pour la première fois en 15 ans, son archive cessait d'être un poids silencieux pour devenir une justice signée. L'individu en costume gris, intercepté à la porte de l'immeuble de la famille Sandrard, avait été remis au commissariat correspondant. Le gardien, M. Lissandre, fut retrouvé enfermé dans la salle de service de l'immeuble où il avait été introduit pour le distraire pendant la manœuvre. Il avait un petit coup au front et beaucoup plus de peur que de dommages physiques. Maximilien s'occupa personnellement de couvrir le traitement médical du gardien et de sa famille. Avant la fin de la session, Maximilien Beaumont-Drago prit la parole une dernière fois. « Messieurs du Conseil, rien de ce qui s'est passé ce dernier jour n'aurait été possible sans 3 personnes que ce groupe doit nommer à voix haute. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois, qui a gardé pendant 15 ans l'archive que cette salle vient de lire. Madame Ophélie Bertrand-Castelnau, qui a attendu seule face à cette entreprise,
parce qu'elle croyait en une femme qui portait dans ses bras une fille qui n'était pas la sienne. Et Madame Valérie Sandrard, qui cette nuit a ouvert une porte que moi, propriétaire de ce groupe, j'avais gardée fermée par peur pendant des années. Aux trois, nous devons quelque chose qu'aucun salaire ne paie. Ce que nous pouvons faire, c'est ne pas faire semblant que cela ne s'est pas passé. Maximilien respira et continua. À partir d'aujourd'hui, dans chaque hôtel du groupe Beaumont-Drago, existera une nouvelle figure, le défenseur du client vulnérable. Sa mission sera de protéger les clients âgés, les clients seuls, les clients en situation fragile, contre toute irrégularité commise par le propre personnel de l'hôtel. Ce défenseur aura une autorité directe sur la direction de chaque propriété et relèvera de la présidence du groupe sans passer par aucune direction intermédiaire. La première défenseur du client vulnérable du groupe Beaumont-Drago sera Madame Valérie Sandrard. Valérie leva la tête surprise. Si elle accepte, ajouta Maximilien, un poste digne, une équipe sous sa responsabilité et la couverture permanente du traitement médical de son fils à travers la fondation d'entreprise, sans condition jusqu'au dernier jour de besoin médical de cet enfant. La salle resta silencieuse, puis quelqu'un applaudit, puis un autre, puis la salle entière. Ce n'était pas un applaudissement de protocole, c'était autre chose. Valérie regarda Madame Ophélie, regarda Monsieur Aurélien, regarda Maximilien. « J'accepte, monsieur. » Quelques semaines plus tard, un matin ordinaire, le hall du grand hôtel Beaumont-Drago afficha une petite plaque de bronze sur le mur latéral près du comptoir de Monsieur Aurélien. La plaque n'avait pas de nom propre écrit. Elle portait seulement une phrase gravée en lettres simples. Dans cet hôtel, aucun client n'est seul. Dans cet hôtel, aucun employé n'est invisible. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois la nettoyait personnellement chaque matin jusqu'au dernier jour de sa vie professionnelle. Il prit sa retraite quelque temps après lors d'une petite cérémonie intime dans le hall. Maximilien lui offrit une indemnité exceptionnelle. Monsieur Aurélien accepta la moitié et demanda que l'autre moitié soit destinée à la fondation de médication pédiatrique que l'hôtel soutenait déjà avec le cas d'Ézéchiel. Il vécut ces dernières années à écrire des lettres à ses petits-enfants, à lire de vieux livres et à rendre visite à Madame Ophélie dans sa suite tous les 15 jours. Madame Ophélie Bertrand Castelnau reçut le remboursement intégral de chaque sou qui lui avait été soustrait, mais elle ne garda presque rien de l'argent. Elle le destina entièrement à une fiducie au nom d'Ézéchiel Montaigne-Laval pour ses futures études universitaires. Quand Valérie tenta de refuser, Madame Ophélie lui prit les deux mains sur la table de la suite 814 et lui dit avec la lucidité intacte de ses 73 ans, « Ma petite, ta mère Ramona m'a fait promettre que tant que je vivrais, tu ne serais pas seule. J'ai tenu cette promesse avec toi toute ma vie, mais maintenant c'est à mon tour de la tenir avec ton fils. Laisse-moi la tenir, ma petite. Ne me l'enlève pas. » Valérie ne put répondre. Elle posa seulement sa tête sur l'épaule fragile de l'aîné. Renaud Vasseur-Fontaine se conforma entièrement à l'accord de remboursement. Il perdit sa maison, il perdit son nom dans le milieu hôtelier, il perdit le cercle social qu'il avait soutenu pendant des décennies. Son neveu Marc Vasseur-Linard, en revanche, prit un chemin différent. Après avoir fait face à la justice, il s'inscrivit à un programme de formation continue en éthique des affaires et quelque temps après, il envoya à Valérie une brève lettre manuscrite dans laquelle il lui demandait pardon sans rien demander en retour. La lettre arriva au nouveau bureau de Valérie, au siège social du groupe. Elle la lut 2 fois, la rangea dans un tiroir, n'y répondit pas, mais ne la déchira pas non plus. Il y a des pardons qui ne s'accordent pas avec des mots, pensa-t-elle, mais qui ne se refusent pas non plus avec le silence. Camille Duval-Bréat fut confirmée comme directrice de la conformité du groupe Beaumont-Drago pour toutes les propriétés du pays. Elle reforma les protocoles de gouvernance interne. Elle présenta le cas Beaumont-Drago à un congrès international d'audit d'entreprise comme référence éthique et ne jugea plus jamais, même un instant, l'uniforme avant d'écouter la personne. Didier Bassard-Comte resta chef permanent de la sécurité du groupe. Soraya Linares-Picot, la réceptionniste de nuit, fut promue coordinatrice générale du service de nuit après avoir remis à Camille le lendemain du conseil un carnet avec des annotations sur des mouvements étranges qu'elle avait observés pendant des mois sans oser les dénoncer. Quand Valérie lui demanda pourquoi elle n'avait pas parlé avant, Soraya lui répondit les yeux brillants « Parce que jusqu'à cette semaine, madame, je ne savais pas que dans cet immeuble on pouvait parler. » Un matin, déjà à une autre saison, Valérie Sandrard arriva tôt au siège social du groupe Beaumont-Drago. Elle avait une réunion avec l'équipe du défenseur à la première heure. Avant de monter au bureau, elle s'arrêta dans le hall de l'immeuble. Sur le mur, près du comptoir, une plaque de bronze plus grande avait été installée le mois précédent. Elle portait les noms des clients âgés et seuls que la défenseur protégeait actuellement dans chaque propriété du groupe. Le premier nom de la liste en lettres simples disait « Madame Ophélie Bertrand Castelnau, suite 814,
Grand Hôtel Beaumont-Drago. Valérie passa les doigts sur le bronze, puis monta. Dans son bureau l'attendaient deux choses. Une tasse de café préparée par sa secrétaire, qui avait appris en quelques semaines à ne plus l'appeler Madame la directrice, car Valérie insistait pour être appelée par son prénom. Et sur le bureau, une enveloppe scellée avec le cachet de l'université publique de la ville. À l'intérieur, une lettre d'admission à la faculté de médecine adressée à Ézéchiel Montaigne-Laval. C'était une démarche qu'elle avait accompagnée avec son fils pendant des semaines. La lettre était arrivée ce même matin. Valérie ouvrit l'enveloppe avec précaution, lut la première ligne, porta sa main libre à sa bouche, et pour la première fois dans cette nouvelle vie, elle pleura sans retenir son visage, sans s'excuser auprès de personne, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Elle sortit son téléphone, composa le numéro de son fils. « Mon chéri, maman, c'est arrivé, c'est arrivé. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis la voix d'Ézéchiel sortit ferme. « Jeune homme, maman, quand je serai médecin, je soignerai gratuitement les enfants des femmes qui nettoient des immeubles comme le tien. Je te le promets, maman. » Valérie ne put répondre aussitôt. Quand elle le fit, sa voix était douce. « Mon fils, ta grand-mère Ramona te regarde aujourd'hui et elle sourit. » Elle raccrocha. Elle marcha jusqu'à la fenêtre du bureau. Elle regarda la ville en bas, qui s'éveillait. Elle sortit de la poche de sa veste une petite carte ancienne à la calligraphie, déjà usée qu'elle avait conservée depuis la première nuit. Pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. MB. Elle la lut de nouveau, la rangea et dit à voix haute, regardant la ville, une seule phrase pour elle-même et pour tous ceux qui n'étaient plus là. « Maman, Madame Ophélie, je suis là, et je ne me tairai plus jamais. » Certains croient que le propriétaire d'un lieu est celui qui signe les chèques, celui qui détient la clé principale, celui qui entre dans l'immeuble avec son costume impeccable et son salut cordial. L'histoire de Valérie Sandrars existe pour nous enseigner le contraire. Le véritable propriétaire d'un lieu est celui qui en prend soin quand personne ne le regarde, celle qui nettoie avec respect la chambre d'une vieille dame seule et la traite comme une mère. Le vieux concierge qui garde en silence pendant 15 ans une enveloppe qui ne lui appartient pas. La femme de chambre qui ose prononcer un nom à voix haute, sachant que ce nom peut lui coûter tout. Ceux qui humilient les autres en croyant que l'uniforme définit l'être humain oublient toujours la même chose. Parfois, la personne qui en sait le plus sur l'endroit où l'on croit commander est la personne à qui l'on n'a jamais rien demandé. Et quand cette personne décide enfin de parler, elle n'a pas besoin d'élever la voix, elle a juste besoin d'un appel au milieu d'un couloir et d'un monde entier qui, sans savoir pourquoi, baisse sa garde pour l'écouter.